Bonsoir. Je prends la suite de Stéphane en partageant un constat assez évident qui est que le parcours judiciaire face aux violences policières est un combat. C'est une évidence lorsqu'on examine la question du traitement judiciaire des violences policières que se dresse en réalité face aux personnes qui déposent plainte, lorsqu'elles déposent plainte, une série d'obstacles d'abord à l'enquête et ensuite à la condamnation judiciaire des violences policières. Et ces obstacles existent de manière générale. Il est fondamental de décrypter les mécanismes qui vont se surajouter en fait pour créer une impunité de fait et ou entretenir un sentiment d'impunité. Et les deux vont de pair entre les situations dans lesquelles l'impunité existe dans les faits et puis le sentiment qui a été évoqué par Stéphane finalement consistant à dire qu'il n'y aura jamais de justice dans ce domaine-là et que donc finalement on peut abandonner dès le départ. La difficulté dans ce domaine des violences policières, c'est l'absence de données. Et ce soir, par exemple, on est dans l'incapacité de vous dire, alors que on veut traiter de la question spécifique des violences policières visant les personnes étrangères, on est dans l'incapacité de donner non seulement des statistiques sur les personnes étrangères, on pourrait penser que ça serait lié à des restrictions statistiques, ça n'est pas le cas, c'est lié à l'inexistence de statistiques spécifiques aux violences policières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître le nombre de plaintes, qu'on ne peut pas connaître le nombre et le motif des classements sans suite qui auraient été faits par les procureurs de la République, qu'on ne peut pas connaître le nombre et le type de condamnation des forces de l'ordre, sauf à opérer le recensement auquel s'est attelé la CAD dans le cadre de son rapport. On parle aujourd'hui des étrangers parce que la qualité d'étranger va renforcer tous les obstacles qui existent déjà dans ce parcours judiciaire face aux violences policières. Ce qui a été dit au préalable, que les personnes étrangères sont plus souvent victimes de violences policières, est une réalité parce qu'elles sont l'objet d'un certain nombre de pratiques discriminatoires qui se nichent dans la pratique et le cadre juridique des contrôles d'identité. C'est un long sujet, mais en réalité, le cadre juridique des contrôles d'identité crée les conditions d'une discrimination. Ça se niche dans ce que certains sociologues appellent la clientèle policière. Parfois, les mots sont un peu difficiles à entendre. Et c'est néanmoins une réalité que les personnes étrangères ou les personnes non blanches sont plus souvent l'objet d'une surveillance policière, d'intervention, de contrôle d'identité, mais d'autres mesures également. Il y a une question spécifique dans les violences policières à la question étrangère, et je voudrais juste, avant d'aller plus précisément dans les obstacles des obstacles dans le milieu judiciaire à la condamnation de ces violences, revenir sur 3 documents produits récemment par le défenseur des droits et qui me semblent montrer très précisément comment est-ce que le rapport de la police aux personnes étrangères pose un problème spécifique et général, en même temps spécifique et général, sur la question des violences policières. Je vous invite à lire, lorsque vous en aurez le temps et si vous en avez l'intérêt, une décision du défenseur des droits du 25 novembre 2015. Quand je parle de ces décisions du défenseur des droits, ce sont les décisions évidemment du collège déontologie et sécurité. Cette décision du 25 novembre 2015, elle concerne une situation de reconduite à la frontière d'une femme qui est reconduite et contre laquelle un certain nombre de mesures de contraintes sont utilisées. En réalité, elle ne va pas être reconduite jusqu'au bout, mais elle va finir incarcérée. Et les policiers vont c'est pas ligoter, mais ils vont apposer des velcro, je crois, autour de ses jambes, et puis à un moment ils vont lui mettre un masque qui sert pour les yeux sur la bouche. Bref, vous pourrez lire les circonstances, mais le défenseur des droits s'interroge de manière générale en disant
La mise en dotation de moyens de contrainte, bande velcro aux chevilles et au-dessus des mollets, menottes, dispositifs de protection individuelle, nécessite de s'interroger jusqu'où l'annihilation de la volonté individuelle de la personne étrangère par l'usage de ces matériels peut être tolérée pour exécuter une décision administrative ou judiciaire d'éloignement. Et là, on a un problème très spécifique lié à l'usage de la force et de la violence par les policiers vis-à-vis de personnes étrangères dans un cadre très spécifique qui est celui de l'éloignement. Et donc, la question étant, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? On est sur une question vraiment très très spécifique aux personnes étrangères. Et à la fois, je dirais tristement, le défenseur des droits conclut en disant que l'éloignement ne doit pas être exécuté à n'importe quel prix. Mais il renvoie également au fait qu'en réalité, il existe une autre mesure au final et que la liberté de la personne serait la liberté de pouvoir aller devant un juge correctionnel qui, en l'occurrence, a condamné cette dame à 2 mois d'emprisonnement avec un mandat de dépôt. Donc, liberté toute relative. Deuxième situation qui exemplifie, à mon sens, l'existence effectivement d'une problématique très spécifique, c'est la décision du 17 février 2016, donc plus récente, et qui a trait à l'évacuation de la halle Pajol au mois de juin 2015. On est dans une décision extrêmement intéressante puisqu'elle montre comment est-ce que dans les pratiques policières vis-à-vis des personnes étrangères, le cadre et les dispositifs juridiques peuvent être détournés de leur fin. En l'occurrence, des CRS arrivent en masse à la halle Pajol et prétendent contrôler l'identité des personnes qui sont présentes. En réalité, le contrôle d'identité sert l'évacuation et donc c'est un détournement de procédure qui est identifié comme tel par le défenseur des droits, lequel dit dans sa décision que très clairement la méthode policière et le choix de cette intervention portait en lui-même les conséquences violentes qui ont suivi. Et donc le défenseur des droits s'interroge sur le fait de savoir pourquoi est-ce que les autorités policières, et le préfet en l'occurrence, a poursuivi une évacuation qui ne pouvait aboutir qu'à des violences. Et là, on voit bien qu'il y a de la même manière une spécificité. Le troisième exemple, et puis j'entrerai dans le domaine judiciaire, mais ça me paraissait intéressant quand même de voir cette spécificité, c'est évidemment la situation de Calais, dans lequel la présence policière est massive. Le rapport du défenseur des droits, c'est presque ma source unique ce soir, je suis désolée. Exilés et droits fondamentaux, la situation sur le territoire de Calais, qui a été publié récemment en 2015, dresse très clairement le constat des violences qui ont été établies à la fois par lui-même, par différentes organisations, et puis également dénoncées par le Conseil de l'Europe, la Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et identifie à la fois la très forte présence policière, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais 1300 policiers et gendarmes sont présents à Calais. Et comment est-ce que les pratiques et les conditions d'intervention de ces policiers vont à la fois amplifier le risque de violence policière, mais aussi réduire la possibilité pour les personnes d'obtenir justice face à ces violences policières par absence d'accès au droit, par les obstacles à l'accès au droit qui ont été déjà indiqués, par la désincitation à déposer plainte, ne serait-ce que parce que lorsqu'on est face à des personnes en situation irrégulière, ces plaintes sont quasi inexistantes, et puis par la difficulté à mobiliser les ressources pertinentes, à réunir des preuves en justice. Tout cela entraînant un questionnement nécessaire sur, de manière plus générale, quel crédit est donné à la parole de la personne étrangère face aux policiers dans une société dans laquelle la personne étrangère, et surtout lorsqu'elle est en situation régulière, est dans une position sociale dominée. Alors, face à ce constat un peu de la spécificité et en même temps du caractère très parlant de la situation des personnes étrangères face aux violences policières, en tant que syndicat de magistrats et en tant que juge, on ne peut que s'interroger sur le fait de savoir comment est-ce qu'on peut enquêter sur les violences policières et comment est-ce qu'on peut juger les violences policières. Le premier problème, il a déjà été évoqué, c'est la question de qui enquête. Cette question de l'impartialité des autorités qui sont chargées des enquêtes. Il y a dans le domaine des violences policières des enquêtes administratives et des enquêtes judiciaires.
les enquêtes administratives ont pour objet une sanction disciplinaire à l'égard des policiers ou des gendarmes. Enfin, je dis toujours policiers, mais comprenez l'ensemble, hein. Gendarmes, douaniers, etc. Et les enquêtes judiciaires ont pour objet une éventuelle condamnation pénale. Les enquêtes judiciaires sont confiées, selon leur gravité, parfois à des services de police ou de gendarmerie classiques. Et ce n'est que lorsque les affaires sont considérées d'une gravité particulière que l'IGPN ou l'IGGN, donc l'équivalent gendarmerie nationale, est alors saisi. Il est extrêmement rare, et pourtant ça pourrait être une pratique pertinente, intéressante, de croiser la saisine. C'est-à-dire dans un système dans lequel on a à la fois des gendarmes et des policiers qui n'interviennent pas sur les mêmes territoires en France, de confier une enquête sur des violences commises par la police à des gendarmes et inversement. Ça n'est pas en soi une solution, c'est juste une chose qui doit pouvoir être envisagée. Par exemple, je vous donne un exemple. Suite au décès de Rémi Fraisse, c'est l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui est intervenue pour mener l'enquête. Alors même qu'on était dans le cadre à Sivins d'opérations de maintien de l'ordre gérées au niveau national, très clairement, en tout cas, dans lequel il y avait une implication très forte de la gendarmerie nationale et de la hiérarchie, et on se retrouve avec une IGGN qui est à la manœuvre dans le cadre de cette enquête. Les sociologues spécialistes de la police le disent, les enquêteurs même de ces services spécialisés, dont pourtant la qualité des enquêtes est meilleure que lorsque c'est fait par le terrain, ont une tendance naturelle à conforter la version policière face à la version de la personne qui dépose plainte. On est dans un système extrêmement problématique puisque l'enquêteur et l'enquêté sont placés sous l'autorité du même ministre. C'est contraire aux recommandations du Comité européen de prévention de la torture, qui recommande l'indépendance vis-à-vis de l'institution pour les enquêteurs. C'est ce que dit également la CEDH, et jusqu'à la Cour des comptes a recommandé une intervention extérieure. Alors, petit bémol peut-être, en tout cas un questionnement sur ce sujet. Il y a très clairement à l'intervention d'une autorité extérieure des avantages, des éléments extrêmement importants liés à l'impartialité. Il peut aussi y avoir des inconvénients. Tout à l'heure, Stéphane Maugendre évoquait la question de l'esprit de corps, et il est effectivement extrêmement difficile à briser. Néanmoins, on peut émettre l'hypothèse que face à des intervenants totalement extérieurs à la police ou à la gendarmerie, il serait encore plus difficile à briser. Et on peut quand même s'interroger, même si la question de l'impartialité est extrêmement importante, sur le fait de savoir si l'existence d'enquêteurs totalement autonomes et indépendants des services de police et de gendarmerie n'amoindrirait pas, dans certaines conditions, les chances d'obtenir au moins de certains professionnels, parce que ça arrive, c'est extrêmement rare, mais ça arrive, des témoignages contre les personnes visées. Le second problème principal dans les enquêtes, et il a déjà été également évoqué, je le développerai rapidement, c'est la question de la temporalité. Et cette question de la temporalité, elle est importante, je dirais, symboliquement dans le sentiment d'impunité, et elle est importante en pratique. Symboliquement, parce que chaque année, en France, les juridictions pénales prononcent plus de 15 000 condamnations pour des faits d'outrage et de rébellion. Ces condamnations sont prononcées dans des délais extrêmement courts. Quand on ne parle pas des comparutions immédiates, ces juridictions qui fonctionnent selon une logique extrêmement répressive et dans des conditions qui ne permettent pas un véritable débat judiciaire, quand on n'est pas dans les comparutions immédiates, on est dans des jugements à court délai. Et à l'inverse, les procédures visant des violences policières, dans lesquelles les personnes ont déposé plainte, sont elles non seulement sommées d'embûches, mais extrêmement lentes. On est face à des enquêtes non seulement longues, mais retardées. Alors, l'enquête commence souvent
par la plainte déposée par la personne qui a été victime de ces faits. Elle va d'abord être menée donc par des policiers sous le contrôle du procureur de la République. Et ce que l'on constate de manière générale, c'est que le procureur de la République sera très peu enclin à saisir un juge d'instruction. Et pourtant, cette saisine d'un juge d'instruction serait fondamentale parce qu'elle aurait deux avantages, si elle intervenait notamment dans un délai rapide. Le juge d'instruction a un statut différent de celui du procureur de la République puisque son indépendance est garantie par les textes. Mais surtout, dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire menée par un juge d'instruction, les parties civiles peuvent accéder au dossier. C'est-à-dire, par exemple, qu'ils ne sont pas laissés dans l'ignorance totale de ce qui a pu être dit dans les cas de décès, par exemple, au moment de l'autopsie. Ils sont dans une situation dans laquelle ils peuvent solliciter des actes d'enquête. Et ils peuvent le faire très tôt, c'est-à-dire à des moments où ces actes d'enquête pourront être menés de la manière la plus efficace. Parce que pour établir la preuve de ces violences policières, il est toujours meilleur de pouvoir agir vite. C'est ce qui était évoqué sur l'intervention très rapide de l'IGPN, mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour le recueil des témoignages. Ça vaut évidemment pour saisir les vidéos, les caméras, les extraits de vidéosurveillance, par exemple, pour reconstituer des faits. Le constat, c'est que les enquêtes, au lieu d'aller vite, vont très lentement. Et vont très lentement, même lorsque, et parfois surtout, lorsque un juge d'instruction est saisi. Et vous allez dire, je suis contradictoire dans les termes. J'ai invité à ce qu'un juge d'instruction soit rapidement saisi, et ensuite, je sais que les choses iront lentement. Il y a un problème fondamental, qui est un problème presque quasi structurel, qui est lié aux priorités judiciaires. Lorsque vous êtes juge d'instruction, vous avez à charge entre 50, 100 dossiers qui sont tous et qui concernent tous ou très majoritairement des affaires graves, puisque le juge d'instruction est saisi dans les affaires criminelles ou dans les affaires lourdes et complexes. Les juges d'instruction sont dans l'état dans lequel notre justice est, c'est-à-dire face à des cabinets surchargés avec des difficultés matérielles importantes, et ils priorisent. C'est la réalité de notre justice. C'est un service public qui fonctionne avec des personnels, des budgets insuffisants, et donc il priorise. Qu'est-ce que priorise un juge d'instruction ? Vous me direz, quand même, une atteinte aussi grave à l'autorité de l'État, aux droits des citoyens, que des violences qui auraient été commises par un représentant, un détenteur de la force légitime, de la violence légitime, devrait être une priorité. Eh bien, ça n'est pas le cas, de fait, puisque la priorité qui est celle du juge d'instruction, et elle s'entend, ce sont les personnes qui sont placées en détention provisoire. C'est-à-dire qu'un juge d'instruction a des dossiers dans lesquels des personnes sont accusées, mises en examen, privées de liberté. Et ce sont ces dossiers-là qui vont avancer au détriment, malheureusement, des dossiers de violences policières. Et donc, lesquels dossiers sont délaissés de fait, et plus le temps passe, moins les investigations prennent de sens. Et donc, cette situation structurelle crée les conditions de l'impunité, encore une fois, et d'un moindre intérêt de la justice pour ces sujets. Alors évidemment qu'il faudrait agir contre cela. Ça implique beaucoup de choses. On est au stade de l'enquête, et puis ensuite il y a la question du jugement. Alors l'évaluation, je dirais, par le procureur ou le juge d'instruction de la réalité des charges et de la suffisance des charges, et puis ensuite, lorsque les dossiers arrivent en jugement, et c'est effectivement rare, l'évaluation de la même manière des éléments de culpabilité. Beaucoup de choses tournent autour de la question de la crédibilité. En gros, la question centrale d'un dossier de violence policière, c'est qu'est-ce qu'il faut pour désavouer la parole policière. Parce que la parole policière, elle va être celle de la négation, celle d'un récit dans lequel l'usage de la force a été nécessaire, proportionné à la situation. Or, ce qui est important de rappeler, c'est que sur le plan théorique, et encore une fois sur le plan théorique, il ne devrait y avoir rien de plus dans une affaire de violence policière que dans une affaire classique de violence.
Devant les tribunaux, vous voyez tous les jours des affaires de violence dans lesquelles c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et les juges décident à un moment de croire l'un ou l'autre en fonction d'éléments extérieurs ou pas. Dans le code de procédure pénale, ce qui est dit, c'est que le procès-verbal d'un policier, sauf quelques exceptions très spécifiques, ne vaut pas plus que le témoignage d'une personne. Il n'y a pas juridiquement de valeur plus probante au procès-verbal et aux constatations policières. Et pourtant, dans les faits, c'est le cas. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Et encore une fois, l'explication ne résout pas tout, mais elle permet au moins d'identifier des facteurs. Le procès-verbal, dans lequel un officier de police judiciaire va relater soit un événement, soit ce qu'il fait dans son enquête, c'est la base de la justice pénale. C'en est le socle absolu. C'est-à-dire que le travail quotidien du juge et du procureur, c'est de lire des enquêtes et, sur la base de ces enquêtes, de condamner ou non des personnes. Et donc, la parole policière est à la base de l'action répressive. Et pourtant, c'est ce qui est relevé notamment dans le rapport de l'ACAT, on voit bien que dans plusieurs dossiers, dans divers dossiers, la version policière qui a été consignée dans les PV s'est révélée mensongère. Mais néanmoins, le juge est placé dans une situation si particulière qu'il doit à un moment dire « tous les jours, j'estime que ce qui est dans ce PV est la vérité, et aujourd'hui, je vais devoir dire que ce qu'il y a dans ce PV est faux. » Et ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin non plus parce que le lien entre les procureurs et les policiers est quotidien. Alors, que les choses soient très claires, ça ne signifie pas qu'il y a une connivence de principe entre procureurs et policiers. Ça ne signifie pas qu'il y a une connivence systémique entre procureurs et policiers. Le rôle du procureur, c'est de contrôler l'action des services de police et d'orienter les procédures. Et des procureurs, tous les jours, classent des dossiers en disant « les règles procédurales n'ont pas été respectées, cette interpellation ne se fait pas dans les règles ». Donc ça n'est pas une connivence de principe. Mais la réalité du travail des procureurs de la République, c'est aussi un contact téléphonique quotidien avec les enquêteurs. Et ça n'est pas non plus anodin. Et dans le rapport qui existe entre les juges et les policiers, il y a cette conscience qui est aussi liée à une réalité que les policiers exercent un travail difficile. Et la question, c'est à quel moment est-ce que cette conscience-là va jouer un rôle qui va aller trop loin dans l'appréciation des faits. L'autre élément dans ce lien un peu entre policiers et juges, il vient pour le coup des policiers. Le travail judiciaire, et notamment le travail des procureurs de la République et des substituts du procureur, est placé sous une forme de surveillance ou de vigilance des policiers ou de leurs syndicats. En dehors même des cas de violence policière, il n'est pas rare que des policiers, la hiérarchie policière, contactent la hiérarchie le procureur de la République, donc la hiérarchie du substitut, pour contester une décision d'orientation qui aurait été prise. Par exemple, un jeune qui est interpellé dans un trafic de stupéfiants, le procureur de la République qui décide de l'orientation de cette procédure ne veut pas le passer en comparution immédiate. Les policiers estiment qu'il s'agit d'une décision laxiste, etc. Il n'est pas rare que derrière, il y a un contact, il y a une forme de pression qui s'exerce par les policiers sur les procureurs de la République. Autant vous dire que si cela existe dans le domaine extérieur aux violences policières, cela existe évidemment de manière encore plus forte lorsqu'il est question de violences policières. Et il y a eu, je ne sais pas si vous en rappelez, des manifestations lorsque des policiers ont été mis en examen, par exemple à Bobigny, dans l'affaire qui a vu le décès d'Amin Bentounsi. Il y avait notamment eu des manifestations policières extrêmement fortes. Dans quelle mesure est-ce que cette surveillance policière a des effets ? On peut émettre l'hypothèse, en tout cas, que la critique de la justice présentée comme laxiste peut avoir un effet.
Et face à cette force de la parole policière, il y a une faiblesse de la parole des plaignants. C'est un constat qui a été fait par des sociologues, et notamment Fabien Jobard, qui identifie 4 critères qui sont nécessaires et indispensables, cumulatifs, pour pouvoir aller au bout d'une affaire de violence policière. Il faut que la victime soit vierge de tout antécédent pénal, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas connue de la police. Il faut que ses soutiens ou ses témoins le soient de la même manière, car sinon il y aurait une suspicion sur le mésusage de ces plaintes par ces personnes. Il faut que le dommage soit si grave, et c'est là que vient la question de la proportionnalité, soit si grave, incommensurable même, qu'il ne peut pas se justifier par les circonstances, qu'on ne peut pas penser que les policiers étaient en danger. Et puis il faut que l'atteinte soit elle-même si grave qu'elle soit non seulement incontestable dans sa matérialité, par exemple l'œil crevé, mais aussi indéniable dans son origine policière. Et on voit bien qu'en exigeant, dans un domaine dans lequel c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre, de telles preuves, on conduit à ne rendre possible des condamnations qu'à peu près, que de manière extrêmement exceptionnelle. Ce qui a introduit une possibilité de condamnation, c'est la vidéo. Et c'est la vidéo citoyenne. Si vous lisez, par exemple, le rapport de l'IGGN à la suite du décès de Rémi Fraisse sur le maintien de l'ordre à Sivins, il y a 2 situations dans lesquelles l'IGGN reconnaît l'existence de violences policières, et ce sont 2 situations dans lesquelles il y avait des vidéos. Notamment une qui avait beaucoup circulé autour de violences dans une caravane. Problème de crédibilité qui conduit assez logiquement à des classements sans suite, des relax, et même lorsqu'il y a condamnation, des quantums qui sont faibles. Je vais finir, je pense que je suis très longue. Je voudrais dire d'abord, à titre préliminaire, que en matière de procédure pénale, un policier est présumé innocent. Que les principes de la procédure pénale s'appliquent à lui comme à toute autre personne. Que, de manière plus générale, il faut pouvoir identifier, dans des actes de violence policière, ce qui relève de la responsabilité individuelle de la personne et ce qui relève de la chaîne de commandement. Et je pense, par exemple, que la question de Calais est ici extrêmement significative. Mais il faut aussi que le policier soit un justiciable comme les autres, avec les mêmes droits, mais aussi avec les mêmes obligations. Et en réalité, avec des obligations même qui devraient être appréhendées de manière un peu plus forte, puisque, étant détenteur de pouvoirs extrêmement larges, il a aussi des responsabilités qui vont avec. Or, dans les dossiers, je vous renvoie au rapport de l'ACAT qui fait un tableau comparatif qui est assez significatif, on voit bien que la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur. À tout le moins, elle n'est pas à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qui produit ça ? D'abord, les qualifications pénales retenues sont très souvent des qualifications concernant des infractions involontaires. Il y a des distinctions dans les infractions pénales entre les infractions volontaires, c'est-à-dire que la personne a agi volontairement, et les infractions involontaires. En droit pénal, ce qu'on dit, c'est que la question du caractère volontaire ou involontaire, ça n'est pas la volonté sur la conséquence de l'acte, c'est la volonté de le faire. Et on voit bien qu'en matière de violence policière, il peut y avoir un déplacement, c'est-à-dire que, à tout le moins une confusion entre la volonté de faire, c'est-à-dire de commettre la violence, et la volonté de sa conséquence. Et c'est lié au fait que les policiers étant détenteurs de la violence légitime, j'aurais dit un nombre de fois incommensurable, ils sont presque considérés comme ne pouvant pas être volontaires dans leur violence, puisque de toute façon c'était le signe de leur prérogative. Donc des qualifications pénales souvent involontaires, ce qui a des conséquences sur la peine avec, lorsqu'il y a des condamnations, plutôt de l'emprisonnement avec sursis,
mais ça vaut aussi pour des cas de violence volontaire. Et donc, puis une appréciation un peu générale sur cette notion effectivement de proportionnalité qui doit être d'abord examinée par le policier lorsqu'il agit et ensuite par le juge lorsqu'il examine les faits, qui est envisagée de manière très large pour les policiers alors même que ils ont des pouvoirs. On est au final, effectivement, dans une situation dans laquelle, et le tableau le démontre assez crûment, par un certain nombre de mécanismes, et aussi parce qu'ils sont souvent, ils ont souvent un casier vierge, les policiers sont condamnés à des peines relativement peu sévères, à l'inverse des condamnations pour outrage et rébellion, qui, elles, incluent très souvent de l'emprisonnement ferme. Et pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme exige de la France, et c'est le sens notamment du dernier arrêt qui a été cité, que par les décisions qui sont rendues, il y ait un effet dissuasif en matière de violence policière. Et je pense que la réflexion, elle doit être menée précisément autour de ces questions-là pour dire, ayant identifié ce qui produit cette situation, qu'est-ce qui peut faire dans l'action pour que on sorte précisément de cette situation gravissime qui conduit des personnes à renoncer à leurs droits faute de croire en la justice.